Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous l'une des vidéos les plus importantes que j'ai jamais réalisées. Voici un contenu compréhensif au cours duquel je vous parlerai de tout ce que j'anticipe pour l'avenir des crypto-monnaies et exactement comment je compte trader tout ça pour le futur proche. On parlera aussi du long terme cependant, voilà par exemple la position que je commence à mettre en place en ce moment même, et ce, même si ça risque de prendre place au cours de plusieurs mois. Je vais vous montrer précisément tous mes ordres d'achat, tous les niveaux auxquels je compte acheter à l'avenir, je vous parlerai de mes bots et comment je compte les utiliser, on verra pourquoi je pense que le marché risque de se comporter de la manière dont je le pense, ainsi que différentes choses à propos desquelles vous devriez vous méfier à l'avenir. Les gars, il s'agit d'une vidéo à laquelle je ferai énormément référence dans le contenu que je publierai au quotidien. Dites-vous que ça contiendra vraiment tout ce que je pense. Il pourrait bien donc s'écouler un mois ou deux avant que je ne publie à nouveau une telle vidéo dans laquelle je vous parle du plus long terme. En fait, ce ne sera certainement pas avant quelque chose de fondamental ne change. Cette vidéo restera représentative de ma stratégie. Je compte donc ouvrir tout le nécessaire au fil de cette vidéo, alors assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que sur notre salon premium Telegram, je compte vous mettre à jour immédiatement sur mes opinions, alors si la moindre chose change de ce que je vous dirai dans cette vidéo, si je change d'avis, car ça peut arriver, ou si quoi que ce soit d'autre se profile, je vous le ferai savoir sur Telegram dans le salon pour notre communauté. On a lancé ça dernièrement pour vous tenir au courant, je vous ai pu y avertir de BlockFi ici également avant qu'il le chute, alors n'hésitez pas à nous y rejoindre grâce au lien en description, c'est gratuit d'ailleurs, et vous y obtiendrez des infos pour rester à jour sur tout ce que je compte faire. Si vous regardez cette vidéo assez rapidement, elle est certainement encore d'actualité, mais si vous la regardez plus tard, elle perdra peut-être de la valeur. Par contre, à chaque fois que je changerai d'avis, que j'aurai quelque chose à préciser, c'est sur le groupe Telegram que je vous le ferai savoir. Mais bref, c'est parti. Alors, déjà pour référence, au moment où j'enregistre cette vidéo, on se trouve sur le niveau des 16 470 $ pour le Bitcoin. Ma ligne orange qu'on a de ce côté, ou plutôt en fait ma boîte orange, maintient toujours le prix du Bitcoin de manière extrêmement convaincante. Je dois dire par contre que la situation générale, elle, n'est pas super encourageante. Je dois être honnête avec vous, cette formation ne m'inspire pas trop confiance et on dirait que le prix n'est envie de chuter encore plus bas que ceci. Et imaginez-vous aussi que si on n'avait pas support, on aurait très bien pu déjà chuter jusqu'au prochain support. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer selon moi au plus long terme ainsi qu'au court terme? Eh bien, en ce qui concerne le long terme déjà, si vous comptez accumuler vos avoirs pour l'avenir, je ne pense pas qu'on se trouve à un super mauvais endroit pour acheter davantage. Parce que, selon moi, les circonstances macroéconomiques générales, comme je vous le disais dernièrement, eh ben, elles vont bien finir par devoir s'améliorer à un moment donné. Vous savez que ça fait déjà un sacré moment que je vous parle de tout ceci, la façon dont j'imagine que l'inflation va s'améliorer et redescendre prochainement, et le fait que le marché devrait donc commencer à se redresser lentement mais sûrement vers un élan un petit peu plus haussier. Maintenant, le seul bémol, je dirais, c'est qu'au moment, encore une fois, où j'enregistre ceci, on se trouve toujours au milieu du crash lié à la plateforme FTX. On est en plein dans le bazar qui se répand en contaminant plusieurs entreprises dans les cryptos. Alors encore une fois, à l'heure où je vous parle, on pourrait encore voir un mouvement qui changera la donne, simplement parce qu'on ne bénéficie pas encore d'assez de clarté avec toute cette panique. Cependant, les choses se sont déjà un petit peu calmées, mais on n'a pas encore pu déterminer toute l'étendue des dégâts pour le moment. Bref, parlons tout de suite de ce trade. Il s'agit d'un trade auquel je commence déjà à songer en ce moment même. Vous pouvez voir ici que ce sont les halvings du Bitcoin. Les lignes vertes en pointillés sont les fameux halvings. Le prochain d'entre eux arrivera par exemple d'ici 1 an et 149 jours. Ça devrait donc arriver quelque part au début de l'année 2024 comme vous pouvez le voir juste ici. Et encore, ça pourrait être plus rapide que ça, peut-être quelque chose comme mars ou février je dirais. Mais une chose que je voulais vous montrer par contre, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que vous pouvez dès maintenant commencer à songer au prochain gros changement de tendance à venir, parce que en fait, imaginez-vous, le truc c'est qu'on sait qu'après chacun des halvings, on voit le prix du Bitcoin décoller. Regardez par exemple ici, la première fois, le prix du Bitcoin a fait un x10, le deuxième halving on a fait un x40, x8 ici, mais ce que vous pouvez voir également les gars, c'est que avant le halving, on a généralement également une grande course qui commence. Vous voyez ici par exemple que c'est 1 an avant le halving, donc 1 an avant ce fameux épisode, reprenons depuis le début ici en fait, donc 1 an avant le halving, juste là on a commencé à monter déjà, et puis après ce halving, on a vraiment commencé à accélérer. Puis pareil ici, 1 an avant le halving, on a une course haussière qui recommence, et oui c'est sûr après cette occasion on a encore décollé plus fortement, mais voilà ça commençait déjà avant. Juste là on a majoritairement latéralisé, c'est vrai, la plupart du temps, mais rappelez-vous, là c'était le crash du Covid. C'est donc un peu une exception qui confirme la règle comme vous le savez, mais ce que je vous dirais c'est que si quoi que ce soit, cela nous montre que regardez le prix du Bitcoin 1 an avant le halving, acheter chaque dip s'est avéré être une bonne chose à faire à l'approche de cet événement, car généralement après le halving on obtient toujours d'énormes gain à la hausse. Et aussi ce que j'ai envie de dire c'est que ce sera encore plus vrai pour la prochaine occasion du halving qui se fera sur la ligne blanche que vous voyez juste là, parce que tout le monde le sait maintenant et tout le monde anticipe fondamentalement que ça doit être un événement majeur pour la crypto, et je pense donc que le halving va conduire à des prix bien plus élevés, mais les gens le savent et les gens vont commencer à accumuler du Bitcoin quelques temps ici avant qu'on approche effectivement de ce fameux événement, car on a du recul et on sait ce qui va se passer à ce moment-là. On a des preuves qu'à chaque fois ici que ceci revient, eh bien le
prix augmente, le prix décolle, donc les gens achèteront quelque part vers ici, il me semble. Alors gardez ça à l'esprit, le fait que ça va probablement conduire à une course descente déjà avant l'approche du halving. C'est pourquoi vous voulez être prêt dès maintenant, parce qu'on n'en est plus si loin au final. Rappelez-vous, ces cases bleu clair, ça représente un an avant le halving, et ici on est à 1 an et 147 jours, donc c'est vraiment le moment de commencer à se préparer, peu importe ce qui se passe ici, et surtout acheter le plus bas possible qu'on le puisse. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que le plus bas on chutera pour le Bitcoin, eh bien le plus je compte acheter. J'accumulerai des jetons même à ces prix affolants car mes réserves volontaires m'en remercieront, ce sera certainement quelque chose qui s'avérera payant et dont je me remercierai d'avoir pris le risque. Mais à part ce fameux trade du halving, qu'est-ce que je recherche actuellement? Eh bien, je crois qu'on va voir de longues périodes de volatilité latérale, ou plutôt de latéralisation en fait, de mouvement latéral simplement, désolé. Et donc ce mouvement latéral, comme vous le savez, c'est quelque chose dont on a déjà profité dernièrement. On a utilisé par exemple des bots sur BitGet ainsi que OKX, principalement sur OKX d'ailleurs, où tous les bots jusqu'à présent ont été clôturés avec un profit, petit ou grand. Donc, les bots ont fait un travail formidable pour trader la volatilité latérale. Alors, en ce qui concerne mes trades avec les bots ici, j'en ai actuellement 2 sur OKX, j'en ai un entre les 15 000 et les 20 200 $, et donc c'est à partir en fait de la boîte orange qu'on a ici, alors sur la zone inférieure de la boîte, jusqu'au niveau, encore une fois, de la boîte orange ici, à 20 000 et 300 $. Je pense qu'il y a une chance assez décente qu'on puisse, latéraliser et avoir de grandes fluctuations, oui, mais en fin de compte, trader dans cette zone simplement. Maintenant, c'est en supposant que la boîte orange tient le coup ici, à ce stade, c'est toujours le cas, mais on sait toujours qu'on est au milieu du crash de FTX et qu'on a d'autres surprises à venir, donc si ça ne tient pas, alors les choses changent, ok? Si ce niveau est perdu, alors on doit repenser la situation. Mais tant qu'on se trouve au-dessus de cette boîte orange, à laquelle on se trouve actuellement bien entendu, je pense que c'est la fourchette dans laquelle on devrait trader. Et bien sûr, le bot va le faire automatiquement, je le rappelle, ce qui est le principal atout. Ok, parlons maintenant de ceci. Qu'est-ce qui se passerait, ou alors que ferais-je si on commençait à descendre ici? Ok, alors, si on commence à chuter ici, eh bien en fait ça ne me dérange pas, parce que comme je vous l'ai montré avec le trade sur le long terme, le fait d'acheter chaque dip lorsqu'on arrive à peu près à 1 an avant le halving, eh bien ça ne me gêne pas du tout. Donc, ce que je vais faire si jamais on chute, c'est que je pourrais convertir ce bot à ce moment-là en une position spot ou au comptant en français. Alors, comment est-ce que je peux m'y prendre pour faire ça? Eh bien, si vous regardez ce bot, vous pouvez cliquer sur les détails ici à l'extrême droite et vous voyez la position que le bot possède actuellement. Donc à ce moment-là, je pourrais simplement fermer cette transaction et je pourrais acheter exactement la même position sur mon compte spot, ok? Ça signifie donc que je ne fais simplement que convertir ce trade à effet de levier en une position au comptant pour pouvoir la garder au plus long terme. Mais encore une fois, c'est juste si on descend en dessous de ce niveau, parce que si on reste dessus et qu'on trade latéralement, encore une fois, le bot va imprimer de l'argent en utilisant cette volatilité pour moi. Mais voilà, pour ce scénario, si jamais on descend en dessous de ce niveau, eh bien je convertirai simplement cette position en une position au comptant, comme je vous l'ai montré ici, et quel que soit le montant que ce bot détient, je l'achèterai simplement comme position spot en tant que position long terme et pouvoir fermer ce trade. Et même chose avec ce bot du côté de BitGet, où j'ai mis en place plus ou moins la même range de trading. Si on descend donc en dessous de ce niveau, je pourrais acheter quelle que soit la position de mon bot sur BitGet, je pourrais acheter ceci comme position spot et fermer ce trade à effet de levier. Ça fait donc un trade en fait sur le seuil de rentabilité, mais même si on chute, ça ne me dérange pas parce que si on descend plus bas, ce sera une grande opportunité pour le prochain cycle, donc ça ne me gêne pas du tout d'acheter du Bitcoin dans ces alentours. Mais laissez-moi maintenant vous montrer rapidement comment configurer ce bot, car c'est quelque chose sur lequel je reçois énormément de questions. Alors, tout d'abord, je voudrais aussi vous parler de ce bot parce que vous pouvez voir que j'en ai ajouté un deuxième et que cette fois il trade entre 13 200 et 22 222 $. C'est essentiellement entre la boîte orange que vous voyez ici vers les 13 000 $ et le même niveau de résistance qu'on a juste là à cette boîte orange. C'est donc une zone, j'en suis conscient, bien plus large, il s'agit de toute cette range en fait, mais c'est plus un bot pour le long terme, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que je pourrais facilement laisser faire son truc pendant encore 6 mois sans, entre guillemets, trop de surveillance, parce que je pense qu'on devrait rester en fait dans ces alentours pendant un bon moment, et je pourrais laisser ce bot trader, et si jamais on rechute en dessous de cette boîte orange après les 16 500 $, eh bien ce bot va faire des merveilles également. En fait, ils sont un petit peu complémentaires. J'ai ces deux bots ici sur OKX, ils se compensent un petit peu l'un l'autre, en fait c'est ma gestion des risques, c'est comme ça que j'ai bien aimé le faire. Donc voilà, je vais les laisser faire leur truc et on verra bien dans un moment comment ça se passe. De toute façon, je pense que ça risque de bien fonctionner, évidemment c'est pas un conseil financier, vous le savez, mais c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Laissez-moi maintenant vous montrer comment configurer ces bots. La première chose dont vous avez besoin, c'est forcément d'un compte OKX. OKX c'est ma plateforme d'échange préférée, ils ont les meilleures fonctionnalités, la meilleure sécurité, et aussi ils ont publié leur solde juste là. Leur solde on-chain est une somme incroyable de 6 milliards de $, et seulement Binance, d'après ce que j'ai vu, ont plus de stockage hors ligne que OKX. Donc,
Tant qu'ils ont énormément de fonds ici, je dirais que c'est assez sûr. Évidemment, ce n'est que ma propre opinion. Vous avez droit au vôtre, mais du point de vue sécurité, je pense que OKX est aussi sûr que possible pour une plateforme centralisée. Encore une fois, c'est super important de pouvoir vérifier leur wallet on-chain, et vous pouvez le faire juste ici, ce qui est assez rassurant. Mais bref, la première chose dont vous avez besoin, comme je le disais, c'est donc d'un compte OKX, et vous pourrez actuellement réclamer jusque... en fait, 30 000 $ de bonus carrément. Vous pouvez utiliser ce lien juste ici. Alternativement, si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à OKX, vous pouvez utiliser BitGet, qui est également un exchange qui est très cool, et il est disponible pour la plupart des juridictions. Vous pouvez donc l'utiliser si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser OKX. Et deuxièmement, si vous souhaitez configurer tous ces bots, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur l'option Trade, vous n'avez qu'à cliquer sur les contrats, vous cliquez sur Swap perpétuel, vous cliquez sur le bot de trading à droite ici, et bien sûr les perpétuels Bitcoin USDT. Donc voilà, vous sélectionnez Bitcoin contre USDT, vous sélectionnez le bot de trading et ça vous amènera ici. Ensuite, j'ai le bot qui est défini sur la position neutre, ce qui signifie qu'il pourra à la fois shorter et prendre des positions longues et vous ajouter les niveaux que vous souhaitez. Perso, j'ai pris 15 700 sur l'un des bots et voyons ici, si vous cliquez sur le bot, vous avez 20 200, vous ajoutez le nombre de grilles, pour moi j'en ai pris 25. Sur ce bot en particulier, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour sélectionner combien d'argent vous voulez trader également, et puis vous cliquez sur avancer, et personnellement je fixe un stop loss uniquement dans la range supérieure. Comme je vous le disais, si on chute, je serais heureux de convertir ceci, j'ai pas envie de sortir de la position, ça ne me gêne pas de garder ce trade et de le convertir en une position spot, mais c'est beaucoup plus pénible d'avoir une position short quand le prix du Bitcoin remonte, parce que simplement ça fait de la peine à voir, vous perdez 2 fois, et c'est pourquoi j'ajoute un stop loss à la zone supérieure. Vous pouvez donc faire pareil avec ce stop loss sur le niveau des 20 222 $, alors peut-être que si vous ajoutez ce stop loss ou ce take profit d'environ 20 250, quelque chose comme ça, vous pouvez voir que sur mon bot en particulier, ça fait plus ou moins 20 405. Mais bref, voilà, essentiellement c'est ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur créer pour mettre en place le bot, et puis si vous souhaitez ajouter également le deuxième bot que j'ai ici, qui se situe donc entre 13 200 et 22 222 $, et bien simplement vous ajoutez les niveaux correspondants ici et le nombre de grilles, peu importe les niveaux que vous souhaitez ajouter, et puis vous cliquez simplement sur ajouter une fois encore. Alors, pour BitGet maintenant, fondamentalement c'est plus ou moins la même chose, vous prenez juste Strategy Trading, vous cliquez sur... vous cliquez sur Futures ou contrat à terme, puis vous cliquez sur Futures Grid Trading, ce qui vous amènera à cette page. Ensuite, vous pouvez cliquer sur long ou short, on ne peut pas faire neutre malheureusement sur BitGet, mais vous pouvez faire un long et un short si vous voulez. Moi je vais prendre un long pour le moment, comme je vous le disais, si vous choisissez ça, ça ne va faire que du long, et si vous prenez short, vous vous en doutez, ce sera plutôt douloureux de rester dans une position en perte. Mais bref, ici vous pouvez cliquer sur création manuelle sur la grille longue, vous ajoutez les prix comme sur le bot de OKX, donc voilà, on ajoute le prix ici, le nombre de grilles, puis vous cliquez sur avancer juste là, et là vous pourrez y ajouter le stop loss ainsi que votre take profit si vous souhaitez en utiliser un. Vous choisissez le montant des fonds que vous souhaitez utiliser pour trader, puis cliquez simplement sur créer une stratégie. Ce bot que j'ai sur OKX est actuellement configuré avec les mêmes paramètres que ceci, à savoir 15 700 et 22 200 $. Mais ceci étant dit, maintenant que je vous ai montré comment je trade, ma stratégie exacte, mes paramètres de bot, ainsi que comment les configurer également, eh bien je voudrais vous parler de la raison pour laquelle je pense qu'on se dirige vers des temps un petit peu meilleurs que ce que la plupart des gens le croient réellement. Je pense que beaucoup de personnes, et bien sûr, c'est un petit peu normal, en ce moment on est au milieu du chaos, je comprends bien que vous ayez peur, FTX a cassé la confiance de beaucoup de personnes, les gens sont bearish, mais les gens étaient également super bearish avant ceci. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le CPI, donc le taux d'inflation, et c'est en fait quelque chose que beaucoup de personnes surveillent en ce moment, car on sait que la Fed garde un œil attentif sur ces chiffres. Si on voit donc la poursuite de la hausse du taux d'inflation, que la situation ne se redresse pas à l'avenir, eh bien on s'en doute, la Fed va être plus dure avec le marché, la Fed va donc augmenter les taux d'intérêt. Mais la façon dont ceci est calculé, c'est en fait une comparaison avec le taux de l'année précédente qu'on a vu s'écouler. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, si vous regardez ici, par exemple, janvier 2021, avec ce chiffre de 1,4, ça veut dire qu'on avait un taux d'inflation de 1,4%. Si vous regardez l'année qui suit, au début 2022, on avait 7,5%. Ça signifie pas qu'on avait 7,5%, mais 7,5% de plus par rapport au nombre qu'on avait ici en 2021. Et c'est là que ça devient super intéressant, car on a récemment eu quelques mois avec une inflation extrêmement élevée, ça vous le savez. Ok, donc l'inflation a vraiment commencé à accélérer à la fin de l'année dernière, quelque part vers, octobre, novembre et décembre, pas vrai, comme vous le voyez avec les chiffres ici, on en subit toujours les conséquences d'ailleurs. Donc voilà, on a eu une accélération de l'inflation. Mais ce que ça signifie, c'est que si on devait voir
Disons ici, en novembre et décembre de cette année, alors on aura environ 8%, c'est ce qui est prévu, quelque chose comme ça, eh bien on vient déjà d'une inflation élevée de l'année précédente. Maintenant, c'est sûr, si on venait par exemple de 1 ou 2%, comme vous l'avez vu ici l'année d'avant encore, eh ben c'est beaucoup plus facile d'obtenir un chiffre élevé l'année d'après. Mais si vous avez déjà eu, si vous comparez à un niveau déjà supérieur, ce qui est le cas pour cette fois-ci, ce sera le cas cette année, on se dirige vers novembre et décembre, où l'année dernière on avait déjà 6,8 ou même 6% au final, eh bien je ne pense pas qu'il soit probable qu'on ait une inflation super élevée ici, parce que le prix de l'énergie baisse, les taux ont augmenté, donc les gens ne dépensent plus autant, et on vient déjà d'un nombre élevé, comme je vous disais. Je pense donc que les données du CPI, les chiffres de l'inflation vont commencer à baisser, simplement parce qu'on compare les chiffres déjà élevés qu'on avait vus auparavant. Et aussi, si vous regardez l'année prochaine, donc 2023, comme en janvier par exemple, eh bien on devra comparer ceci à notre janvier 2022, à un nombre déjà super élevé de 7,5%. Et vous voyez qu'en février, par exemple, on avait 7,9%, mars on avait 8,5%, c'est énorme. Je pense donc que le taux d'inflation va baisser de manière significative au début de l'année prochaine. Et tout ceci m'amène à différents autres graphiques. Ce sont les inversions par exemple de la courbe de taux ici, et ça risque d'en faire trembler plus d'un si vous savez ce que c'est. Et en fait, ce que ça nous montre, c'est une mesure dont beaucoup de personnes ont peur habituellement, et il s'agit de la courbe de rendement. Habituellement, lorsque vous voyez une inversion de la courbe de rendement, eh bien vous constatez généralement de plutôt grosses pertes à tous les niveaux. Maintenant, on a eu une inversion de la courbe des taux ici en août, et en moyenne, on constate donc une baisse de 11%. Pour nous en crypto, c'est vrai que c'est pas grand chose, 11%, on a l'habitude, mais on a vu beaucoup de baisses bien plus profondes que ceci. Mais si on regardait, et c'est, oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, ici c'est pour les marchés traditionnels, donc voilà, si on prend les marchés traditionnels ici, à partir d'août, eh bien, de combien avons-nous réellement baissé? Eh bien, on a déjà chuté, depuis le 16 août par exemple, de près de 11%, plutôt 9%, et en bas, on était au maximum à 18%. Donc, dans cet esprit, on a déjà eu une chute plus importante que celle que vous pourriez habituellement voir à cause de l'inversion de la courbe des taux. Donc, pour tous ceux qui tradent en fonction de cette inversion de la courbe des taux, eh bien, on a déjà subi cette perte causée par ça. Mais continuons. Une autre chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'en général, au cours de la dernière année du cycle présidentiel, eh bien, on a d'énormes montées en force des marchés boursiers à travers le monde. Cela correspond donc également au trade que je vous ai montré ici. Si les marchés boursiers vont bien cette année, eh bien, cela coïncide parfaitement avec le prochain halving pour que le Bitcoin prenne ensuite finalement le devant de la scène, comme on voudrait le voir faire. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que selon que vous ayez choisi un démocrate ou un républicain, ou même en moyenne avec la ligne grise ici entre les deux, eh bien, le marché boursier a toujours énormément augmenté du mois numéro 36 au mois numéro 48, qui est donc la dernière année des élections. Et le truc c'est qu'on est tout doucement en train d'y arriver les gars, c'est là où je voulais en venir, donc ça renforce une fois encore ma théorie. Et c'est pas tout, si vous comparez le marché boursier à quelque chose que beaucoup de personnes font, ils comparent donc ce cycle des marchés traditionnels en ce moment à celui de 1943, qui s'étend jusqu'à 1949 visiblement, où on a en fait, on a beaucoup fait de surplace, on a latéralisé pendant plusieurs années, mais regardez ça, le truc c'est que ça reflète en fait, à part bien entendu le crash du Covid, mais ça reflète presque parfaitement 1943 ici. Ok, donc jusqu'à présent, ça reflète très précisément le cycle qu'on a eu à ce moment. Maintenant regardez, on est allé sur le côté pendant un bon moment, mais regardez, en 1947, on était à un niveau de prix dans lequel on s'est trouvé également en 1948 et 1949, donc pendant plusieurs années, on a simplement latéralisé ici, ce qui est, comme je vous l'ai montré, quelque chose qui selon moi ne se produira pas pour le marché des crypto-monnaies, car la crypto est simplement beaucoup plus rapide, ça évolue à un autre rythme, mais donc cela latéralise, on a encore des fluctuations à la hausse et à la baisse, de toute façon, le bot fonctionnera, et c'est là que ça va faire sa magie. Alors, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que la Fed nous dit toujours qu'elle va resserrer les taux. La Fed dit toujours qu'elle va retirer des actifs de son bilan, mais ce qui finit par arriver, c'est qu'elle finit toujours par imprimer encore plus d'argent. On en parlait encore dernièrement. Voilà donc le fameux bilan de la Fed. Ce que vous pouvez voir ici en mauve ou en rouge, bref, c'est la projection qu'ils communiquent à chaque fois. Ils disaient qu'ils allaient commencer à retirer des actifs de leur bilan, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, on n'a rien eu de tout ceci, et au lieu de baisser comme c'était prévu, eh bien on a commencé à avoir davantage d'impression d'argent, tout comme ici par exemple où on a commencé à avoir des déclarations nous disant qu'ils allaient finalement retirer des actifs de leur bilan, qu'on allait donc descendre, et au lieu de ça, on est remonté une fois encore. Ici ils ont commencé à essayer de se débarrasser de certains de leurs actifs du bilan, mais alors qu'ils ont dit qu'on allait descendre, on est remonté une fois encore. Même chose ici, ils essayaient de sortir un petit peu des sentiers battus, mais alors bien entendu on a vu le crash du Covid et le reste appartient à l'histoire. Donc, peu importe si vous pensez que cette fois-ci est différente, comprenez simplement qu'en fin de compte, la Fed n'a qu'un seul outil à sa disposition, et c'est que,
pardon, plutôt, disons 2 outils à sa disposition. Ce serait soit de faire baisser ou augmenter les taux d'intérêt, ou alors simplement d'imprimer encore plus d'argent. Ce sont donc les seules armes dont ils disposent et ils finissent toujours par imprimer davantage d'argent. Est-ce qu'on pense que cette fois va être différente en fonction des facteurs macroéconomiques? Peut-être que oui, ça va être un peu différent, mais à la fin, ils vont toujours recommencer à imprimer de l'argent, ça n'est qu'une question de temps avant qu'ils le fassent, c'est ce que l'histoire nous a montré. Et les gens tablent maintenant sur une hausse des taux d'intérêt de 0,5% pour la réunion qui aura lieu au cours du mois de décembre. Je pense que c'est une prédiction assez valable, je pense qu'on pourrait effectivement voir une hausse des taux d'intérêt de 0,5%, mais je pense qu'il pourrait également faire commencer à arrêter complètement d'augmenter les taux. Genre, si ma théorie est correcte, le fait que l'inflation commence effectivement à baisser, alors ils laisseront simplement le taux d'intérêt quelque part vers ce stade, il me semble. On devrait voir un arrêt simplement de l'augmentation des taux, ce qui serait officiellement une bonne nouvelle pour les marchés. Les marchés prendraient cela comme une petite poussée en avant. Maintenant, est-ce que ça engendrerait un rallye durable dans le temps? Ça reste à voir. Mais on peut simplement faire un seul pas à la fois pour s'aider à avancer. Et vraiment, le truc, c'est qu'ils peuvent pas augmenter les taux d'intérêt plus que ce qu'ils ont déjà fait. En tout cas, pas beaucoup. Par exemple, s'ils continuent d'augmenter les taux d'intérêt, les gens vont commencer à être bien trop impactés, ça va faire s'écrouler l'économie. Je veux dire, l'intérêt, disons, les dettes que les gens ont en ce moment en Amérique est beaucoup plus élevée qu'auparavant quand ils voulaient augmenter les taux d'intérêt les fois précédentes. Regardez ceci, en 2004 par exemple, on avait une dette du logement de 6,17 trillions de dollars et en ce moment, on est presque au double de cette somme. Et pareil pour la dette non liée au logement, pour le coup, qui elle était de 2 trillions, et bien maintenant, ça a encore plus que doublé ce chiffre. Donc, pour tous ceux qui pensent que la Fed va revenir à des taux de, j'en sais rien moi, 8%, 12%, 10% ou quoi que ce soit, eh bien, ça n'arrivera pas, laissez-moi vous le dire, car la société entière s'effondrerait s'il devait en arriver là. On devrait donc être proche, selon moi encore une fois, d'un arrêt ou d'un pivot en tout cas potentiel de la Fed. Mais maintenant revenons un petit peu sur le Bitcoin pendant un instant, parce que ce crash de FTX a bien entendu entaché la réputation des plateformes d'échange crypto en général. Maintenant, la plupart des gens sont vraiment dégoûtés des plateformes en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous pouvez voir que la plupart des gens retirent leur Bitcoin des exchanges comme des fous. En fait, on n'a pas été aussi bas dans l'offre de Bitcoin sur les plateformes d'échange depuis 2018, début 2018 en fait, c'est juste dingue de voir ça. Donc, les gens commencent à prendre les choses en main, ils gardent leur compte crypto, ce qui finira par entraîner une crise de liquidité pour le Bitcoin quand les gens recommenceront vraiment à vouloir en acheter, ce qui, je pense, arrivera plus tôt que tard. Il ne reste donc plus beaucoup de Bitcoin sur les exchanges pour être achetés. Sur une autre note, je pense que de plus en plus de personnes s'intéressent au Bitcoin en particulier, ainsi qu'à la crypto évidemment. Maintenant, oui, tout ce bazar avec FTX, encore une fois, ça freine certainement pas mal de gens, ça en effraie plus d'un, mais le Bitcoin fonctionne toujours aussi bien qu'il l'a toujours fait. C'est toujours des blocs de 10 minutes, c'est toujours de la résistance à la censure, c'est toujours impossible à confisquer. Le Bitcoin fait toujours un travail fantastique. C'est surtout maintenant avec l'inflation qu'il brille, surtout maintenant avec le climat politique et ainsi de suite, les gens commencent à prendre note de la crypto et du Bitcoin en particulier, réaliser leurs avantages, et les gens s'intéressent au fonctionnement réel des politiques monétaires. Et vous n'avez qu'à regarder le nombre de personnes qui sont entrées en bourse l'année dernière, au cours des 2 dernières années ou que sais-je, combien de vos amis même ont commencé à trader en bourse dernièrement. Eh bien, ces gars ont commencé à trader des actions et ils ne vont certainement pas tarder à commencer à se poser des questions au sujet du Bitcoin également. Il est naturel que vous passez de rien du tout au trading d'actions, parce que c'est ce qui est le plus populaire, pour passer finalement au trading de crypto quand vous vous y connaissez. Donc leur adoption va simplement continuer à se répandre. Cela dit, comme je vous l'expliquais, on est actuellement au milieu du chaos avec FTX. On n'a pas encore vu toute l'étendue des dégâts et c'est sûr que ça va nous impacter. Et on va aussi avoir énormément de réglementations. On va avoir beaucoup d'événements de type Black Swan à l'avenir. On va avoir une réglementation sévère sur la crypto. C'est quelque chose dont je suis certain à 100%. Et on ne sait pas encore exactement tout ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir une guerre nucléaire à l'avenir? On n'en sait rien. On a de nombreux facteurs à considérer et tous ces facteurs pourraient entraîner un crash au court terme pour le Bitcoin. C'est vrai, c'est quelque chose que je sais, ça pourrait arriver. On doit juste comprendre que ces facteurs inconnus font partie de ce marché et qu'ils vont arriver un jour ou l'autre. C'est juste des probabilités et c'est pourquoi on est dans les cryptos en fait. On veut voir des gains incroyables mais on doit prendre les risques qui vont avec. On doit comprendre qu'il s'agit d'un marché non réglementé. On va avoir beaucoup de réglementations au cours des quelques prochaines années et ceci pourrait affecter le prix négativement au court terme plus probablement. Il faut donc se méfier de tout ceci, mais c'est aussi pour ça qu'on a une stratégie sur le long terme. C'est pourquoi on ne regarde pas le prix uniquement au court terme, on n'est pas que des traders réguliers, on sait que tous ces facteurs inconnus vont arriver et c'est important de s'en souvenir. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est un court extrait de Mark Yusko qui est un investisseur américain et gestionnaire de fonds spéculatifs. Il nous explique pourquoi le moment pourrait être finalement venu pour acheter du Bitcoin et ce qu'il recherche pour l'avenir de cet actif.
Donc, le cycle de 4 ans est bel et bien vivant. Et vous savez, pour le prochain halving, ça se produira genre en janvier, février 2024. Alors les premiers investisseurs arriveront parce qu'ils vont regarder la valeur et puis ils regarderont le prix et ils vont se dire, eh bien, le prix est inférieur à la juste valeur. Donc, si la valeur du réseau est d'environ 20 000 $, le prix est de 19 000, eh bien, je vais acheter ça. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont regarder le halving et ils vont se dire, eh bien, si les récompenses de blocs sont réduites de moitié à 3,25, plutôt 6,125, non, pardon, à partir de 6,25, donc 3,125 à partir de 6,25. Alors, le prix doit doubler, ou à peu près, je dirais, pour que les mineurs puissent continuer à gagner de l'argent. Donc le Bitcoin à 250 000 $ d'ici les 3 à 5 prochaines années, si je me souviens bien. Est-ce que vous pourriez passer en revue cette prévision de prix et nous dire comment tout ceci pourrait se dérouler? Oui, c'est une excellente question. Donc, le 250 vient de maths toute bête au final. Maintenant, je dis 3 à 5 ans, ça vient de calculs assez simples. Par exemple, si vous prenez l'or, la valeur de l'or dans le monde, c'est actuellement de 10 trillions de dollars. Mais la moitié ne compte pas en fait, pas vrai? Ce sont les calices, les bijoux et des trucs que vous ne pourriez pas réellement utiliser. L'autre moitié, par contre, c'est la valeur monétaire, des briques et des barres qui se trouvent dans des comptes des gens. Vous savez, genre Fort Knox, je sais pas moi, les coffres des banques suisses et tout ce genre de choses, ça représente donc 5 trillions de dollars. 5 trillions. D'accord, alors, si vous pensez qu'on a environ 21 millions de bitcoins au total, bon, vous le savez, c'est probablement moins que ça, mais bref, vous savez, vous faites ce calcul et vous obtenez un nombre de 250 000. Et c'est déjà pas mal, ça me convient, ça marche pour moi. Donc, imaginez-vous que l'équivalence hors bitcoin est d'environ 250 000 $. Et quand cela arriverait-il? Écoutez, disons si pour le prochain halving, on ajoute simplement un zéro, on passe donc de 10 000 à 100 000 $. Et puis on obtient le fait que cette bulle spéculative, en 2024 ou 2025, quelque chose comme ceci, qui nous pousserait à la spéculation. Alors, est-ce qu'on pourrait potentiellement arriver à 250? Je dirais que 200, c'est peut-être plus probable, mais 250 est tout à fait possible.